Bonjour et bienvenue dans le journal des biotech. Au sommaire de cette édition, le nouvel épisode du feuilleton DBV. Nous parlerons également de deux opérations importantes aux États-Unis. Et puis dans l'interview, nous recevrons François Micelli, directeur général de Sofimac Innovation. Le journal des biotech, c'est parti. Et on retrouve tout de suite Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance, pour ce point d'actualité. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Et on commence tout de suite avec vous par ce nouvel épisode du feuilleton DBV, épisode série très suivi, en tout cas par les gens qui nous regardent. Effectivement, on en a parlé il y a 2 semaines. Alors cette fois, le nouvel épisode, c'est les résultats cliniques du concurrent de DBV, la biotech américaine Aimmune, qui a publié ses résultats de phase 3 avec 4 mois de décalage sur ceux de Selectis, publiés en octobre dernier. Ces résultats, ils sont très bon sur l'efficacité. Le produit d'Aimmune, qui est une pilule orale, est très efficace, fonctionne très bien. On s'y attendait un petit peu. Les résultats de sécurité, d'effets secondaires auprès des patients sont relativement décevants. Le profil est moins favorable que le patch de DBV. Le DBV, c'est un patch. Oui. Donc, c'est un peu les résultats qu'on attendait. Et quelque part, ces mauvais résultats sur la sécurité sont plutôt une bonne nouvelle pour DBV. Il y a eu un drôle de parcours d'ailleurs sur Aimmune en bourse. L'action a d'abord commencé à monter, puis elle a terminé à moins 6%. Ce qu'il faut comprendre entre les lignes, c'est qu'en gros le produit est plus efficace, mais il est moins bien toléré. Il est moins bien toléré. On peut se dire que c'est quand même un point négatif parce qu'on va s'adresser à un public plutôt jeune, plutôt des enfants. Donc ça, ce serait peut-être plutôt une bonne nouvelle pour DBV. Il est évident que le profil de sécurité du patch de DBV est son atout majeur, surtout dans l'indication pédiatrique. Je rappelle, c'est un patch pour la désensibilisation des allergies à l'arachide. C'est des enfants qui tolèrent très mal la toute moindre petite dose d'arachide. Donc c'est évidemment un point fort et DBV capitalise là-dessus. Voilà. Alors dans l'essai d'Aimmune, 12% des patients sont sortis de l'essai à cause des effets secondaires. Ce taux, il est d'à peine 1% dans les patients de l'issue de DBV. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. C'est peut-être qu'on se dit que la FDA ne va pas forcément sortir le médicament au profit d'un autre. Alors, Aimmune a quand même deux avantages. C'est que d'abord, ils ont réussi pleinement leur essai de phase 3, ce qui n'est pas le cas de DBV qui a manqué certains critères. Et l'efficacité est quand même nettement supérieure pour la pilule d'Aimmune. Ce qu'on voit, et ce qui est peut-être la bonne nouvelle, c'est que les deux produits sont assez différenciés. On peut imaginer que la FDA approuve les deux, compte tenu de cette différence. Elle ne va pas en exclure un au profit de l'autre, alors qu'on voit bien qu'il pourrait s'adresser à des patients différents. Finalement, le message, c'est qu'il y a sans doute de la place pour les deux produits sur le marché. Prochain épisode de cette série à succès? Le prochain épisode pour DBV, ça va être la soumission du dossier à la FDA pour l'approbation. On attend l'approbation au 2e semestre de l'année prochaine. Second semestre 2019. 2019. Vous voulez nous parler aussi aujourd'hui d'une acquisition, c'est Merck qui vient quand même de débourser 394 millions de dollars, c'est pas un petit montant, pour la biotech américaine Viralytics. Alors effectivement, c'est une actualité 100% américaine, mais ce qui nous a intéressé là, c'est que Viralytics développe un virus oncolytique. C'est ça que Merck est allé chercher. Les virus oncolytiques, c'est une nouvelle classe d'anticancéreux, pleine de promesses, pleine d'innovations. Donc c'est quoi? C'est des virus qu'on a reprogrammés pour attaquer le cancer? Voilà, exactement. Ouais. C'est des virus qui sont reprogrammés pour agresser, détruire les cellules cancéreuses. Il y a un seul produit qui est commercialisé, c'est un produit d'Amgen, et le Transgène, la biotech française Transgène, et le dauphin quelque part, en tout cas l'une des sociétés les plus avancées dans le domaine des virus oncolytiques. Donc cette annonce est un signal fort de l'intérêt de l'industrie pour cette classe thérapeutique, prêt à mettre beaucoup d'argent. Au second semestre de cette année, on aura des résultats d'un essai clinique que mène Transgène en partenariat avec Bristol Myers Squibb, notre big pharma américaine. C'est vrai que si ces résultats sont positifs, ça représente indéniablement un catalyseur pour le titre, avec un actif licenciable. Bon, très bien. Une autre opération, c'est l'accord de licence de Gilead de 150 millions de dollars, c'est un petit peu moins, avec une autre biotech, Sangamo. Et puis là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Sangamo, c'était pas le grand rival de Selectis, du français Selectis? Effectivement, il y a 10 ans, Sangamo et Selectis étaient deux sociétés concurrentes dans le domaine de l'édition génomique. Sangamo développe des nucléases à doigt de zinc. Oula, stop. Qu'est-ce que c'est? Ça vous avez perdu tout le monde. Un outil d'édition génomique. Voilà, c'est les ciseaux moléculaires dont on parle. Voilà, c'est un outil pour modifier l'ADN. Selectis a les siens, Sangamo en développe ceux d'une autre catégorie. Voilà. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle, c'est qu'elle montre qu'un groupe comme Gilead, qui est un pionnier des CAR T autologues, va chercher une technologie pour développer des CAR T allogéniques. Alors on résume un peu, autologues, c'était les CAR T qu'on allait prendre du sang du patient, on lui prélevait. Les allogéniques, c'est la seconde génération, qui sont un peu
produit standard, un peu c'est la standardisation des Exactement. L'écarté. L'écarté d'abord, ce sont des anticancéreux de nouvelle génération. Les premiers ont été approuvés en 2017. Autologue, vous l'avez dit, avec le sang du patient, ça coûte très cher, presque un demi-million de dollars. C'est du sur-mesure en quelque sorte. C'est du sur-mesure, ça prend 3 semaines à fabriquer. Néanmoins, il y a beaucoup d'enthousiasme. Mais ce que se dit l'industrie, c'est que l'avenir est aux allogéniques, des produits qui sont faits avec des dons anonymes, qui sont génétiquement modifiés pour ne pas entraîner d'immunité et qui sont immédiatement disponibles dans le frigo à l'hôpital. Mais donc Pierre-Louis, ça c'est un deal qui est plutôt une bonne nouvelle pour le français ou qui montre quand même qu'il va y avoir une forte concurrence sur le segment? Alors cette nouvelle est importante parce que Selectis est la seule société aujourd'hui en phase clinique avec des CAR-T allogéniques. Et qu'est-ce qu'on voit avec Gilead? Mais il faut savoir que Novartis a aussi des accords avec d'autres sociétés dans l'édition génomique. Un concurrent de Celgene l'a également fait. On voit derrière Selectis se constitue une concurrence, un peloton de big pharma richement doté qui mettent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars pour développer des CAR-T allogéniques. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le créneau sur lequel Selectis est installé est porteur et que ça intéresse tout le monde. Mais il ne faut pas perdre le lead. Maintenant, il ne faut pas perdre le lead parce que derrière, ça va aller très vite. Allez, on termine ce point d'actu par votre coup de cœur Biomup. Biomup introduit en 2017, le spécialiste des l'hémostasie chirurgicale, ces produits qui empêchent les saignements durant une intervention. Et ça, vous me disiez que c'était une des valeurs que vous aimiez bien en ce moment. Alors, ça a été une des introductions remarquées dans le secteur biotech-medtech. Ils sont à cheval entre la biotech et la medtech. C'est une société qui a levé un peu plus de 40 millions d'euros lors de son introduction en bourse. Ils ont eu une très bonne nouvelle il y a 2 mois, puisque 7 mois avant les prévisions, ils ont obtenu de la FDA l'autorisation de mettre leurs produits sur le marché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont immédiatement fait ce qu'on appelle un follow-up, c'est-à-dire qu'ils sont immédiatement, 2 mois après, ils sont retournés sur le marché. Ils viennent de lever 16 millions d'euros. Ils ont un programme d'obligation pour lever encore 25 à 35 millions d'euros. Ils lèvent immédiatement de l'argent. On peut penser que c'est dilutif et que ça va nuire à l'actionnaire, mais quand on le fait après une bonne nouvelle, en fait, on le fait avec un cours qui est intéressant. On donne les moyens à la société d'aller au bout de ses ambitions, en l'occurrence la conquête du marché américain. Et eux, ils ont eu cette audace de immédiatement relever des capitaux pour aller au bout de leurs objectifs. Bon, peut-être encore du coup un catalyseur de hausse pour le titre dans les mois à venir. Là, on est sur une société qui part en phase de conquête commerciale. C'est tout à fait différent de ce qu'on a souvent dans le monde biotech. On a une société qui part maintenant aux États-Unis pour vendre son produit et qui se donne les moyens de réussir cette conquête. Eh bien très bien, merci Pierre-Louis Germain. Tout de suite, l'interview dans le journal des biotech. Et je reçois pour l'interview du journal des biotech François Miceli, directeur général de Sofimac Innovation. Bonjour François. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer ce que c'est que Sofimac, parce que les gens ne connaissent pas forcément, c'est une société de gestion qui a quand même 40 ans d'historique, et puis donc qui s'est lancée dans l'innovation au début des années 2000. Donc, qu'est-ce que Sofimac et surtout, puisque vous avez cette expertise, comment, durant toutes ces années, vous avez vu évoluer le secteur d'innovation et plus particulièrement celui qui nous intéresse, celui des sciences de la vie? Alors, très rapidement, vous avez mentionné qu'on a 40 ans, donc Sofimac est à l'origine une société d'investissement régional. Et au virage des années 2000, effectivement, avec les premières levées de fonds dans les startups, avec l'Internet naissant, on a pris le même virage et on a commencé à faire des investissements dans le numérique. Donc, c'est tout naturellement qu'une petite société d'investissement régional, on a commencé à faire des investissements dans le capital risque et on continue. Alors, on a vu l'évolution, puisque comme vous l'avez mentionné, depuis les années 2000, on fait des investissements. Je dirais qu'au départ, moi, je n'étais pas chez Sofimac, j'étais dans une start-up que j'avais créée et que Sofimac avait financée. Et si je puis dire, l'argent était relativement facile à lever à cette époque-là. Donc on a vécu cette période-là. Et ensuite, bien entendu, est venue la crise financière 2007-2008, où là, ça a été très difficile pour les startups. Ça a été très difficile aussi pour les sociétés de gestion et les fonds, puisque les fonds de millésime 2007-2008, je pense, ont beaucoup souffert, on peut le dire. Et puis, après cette contraction, on a vu vraiment un développement du marché avec des dossiers plus matures, des managers plus matures, plus expérimentés, des dossiers plus aboutis. Et je dirais qu'aujourd'hui, les startups, surtout dans la santé, viennent avec des managers très expérimentés, avec des dossiers bien ficelés et avec des chances de réussite beaucoup plus importantes. Bon, donc ça mouvement qui va plutôt dans le bon sens. Pourquoi cet intérêt particulier pour les sciences de la vie, même si je sais que vous n'avez pas que ça Alors effectivement, l'équipe qui gère plus particulièrement les sciences de la vie, on est tous scientifiques, médecins, pharmaciens, biologistes et entrepreneurs. Donc on a vraiment une appétence pour ce secteur. Vous avez les deux casquettes à la fois. On a les deux casquettes. Je pense que
tout le monde dans l'équipe a eu une expérience industrielle pendant un bon moment. Et donc, on connaît bien le secteur, on aime bien ça, ça nous fait rêver. Moi, j'avoue que essayer de financer des sociétés qui apportent des réponses au niveau médical, c'est super. Donc, voilà pourquoi on le fait. D'accord. Alors, je reviens un petit peu sur l'histoire de Sofimac. En 2012, vous avez lancé un premier fonds d'amorçage, Émergence Innovation, deuxième édition de ce véhicule fin 2016. En 2017, vous avez repris le portefeuille de Inserm Transfer Initiative, ITI, qui était le fonds de capital risque d'Inserm Transfer, avec 14 sociétés en portefeuille. Vous avez peu à peu un peu élargi votre boîte à outils. Comment évolue et comment va évoluer la stratégie de Sofimac dans les sciences de la vie pour les années à venir, Vous vous écartez un peu de l'amorçage pour aller toujours plus loin dans Tout à fait. la maturité des sociétés. D'une part, par volonté de croissance toute naturelle, et on veut pouvoir couvrir tous les secteurs d'investissement dans les biotech, c'est-à-dire l'amorçage, puis les premiers développements, et pourquoi pas ensuite autour de l'introduction à bourse, voire après. Ça, c'est une première chose et c'est très, très important. Et également parce qu'on voit que sur le marché français, et je ne suis pas le seul à le dire, je lisais des articles encore ce matin, où on voit qu'il y a une certaine carence de fonds à un certain moment de la vie des startups. Et notamment post-amorçage ou post-tour A, où là, on a beaucoup de difficultés à faire des tours du 10, 15, 20 millions d'euros. Donc, c'est également pour répondre à ce besoin-là. Vous êtes présent sur toute la chaîne, en fait. Exactement. C'est ça, ouais. Voilà. Alors, vous avez annoncé le lancement prochain d'un fonds qui s'appellerait CrossLife, qui sera un fonds de crossover dédié aux sciences de la vie. Je crois que un premier closing est prévu pour 2018, je crois. Est espéré, oui. Voilà, vous allez nous le confirmer. Alors, quel est l'enjeu de ce véhicule d'investissement un peu particulier? Parce que là, l'idée, c'est de faire du crossover. Avant, après la bourse, alors, tout confondu. Quand on a réfléchi justement à notre stratégie dans les sciences de la vie, on a vu qu'il y avait vraiment un besoin, encore une fois, d'accompagner toutes les sociétés durant toute leur vie. Et on n'avait pas ces outils-là. Et au départ, on s'est dit, on veut faire un fonds important, 200 millions in fine en hard cap, 200 millions pour pouvoir mettre des moyens conséquents dans chaque société. Et on s'est dit qu'on voulait faire à peu près tout ce qu'on avait envie de faire. On voulait avoir aucune contrainte. Ça, c'était le postulat de départ. Bon, malheureusement, la réglementation et certains souscripteurs font qu'on a dû structurer le fonds comme un FPCI. Mais néanmoins, ce que l'on veut faire avec ce fonds-là, c'est pouvoir investir à n'importe quel stade de vie de l'entreprise. Alors, pas forcément l'amorçage puisqu'on a les outils pour, mais ensuite, pouvoir investir dans les tours A, tours B, à l'intro en bourse, pourquoi pas dans du secondaire. C'est-à-dire du refinancement. Voilà, du refinancement directement sur la bourse, oui. Après la bourse. Et également, parallèlement à ça, être assez actif dans les participations pour les aider à se structurer, voire à faire des opérations de build-up. C'est-à-dire CrossLife, c'est un peu la concentration. Le build-up, c'est les concentrations. Voilà, exactement. Et CrossLife, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est du crossover dans les sciences de la vie. Alors juste en 2 mots, pourquoi vous pensez que c'est le bon moment maintenant? Parce que ces fonds-là, ces fonds de crossover, il y en a aux États-Unis, ils existent depuis longtemps. En France, on n'en a pas encore. C'est qu'il y en a d'autres que vous qui s'y préparent. Tout à fait. Pourquoi c'est le bon moment de 2018? Parce que, comme je le disais, il me semble qu'on a des dossiers de très bonne qualité. Et je vois ça depuis plusieurs années. Plus on avance, plus les dossiers sont de bonne qualité. Donc, qui dit des dossiers de qualité, dit des moyens importants qu'il faut mettre. Et il faut les accompagner. Et la création de valeur, elle ne se fait pas au tour A ou au tour B, elle se fait un peu plus tard. Il faut vraiment laisser la possibilité aux startups dans les sciences de la vie en France, de non pas s'arrêter à la phase 1, voire à la phase 2, mais pourquoi pas, on peut toujours rêver, comme aux États-Unis, arriver sur le marché. Et je sais qu'il y a certaines sociétés de biotech françaises qui ont cette ambition. Et c'est là où on crée de la valeur. Alors justement, on est sur Boursorama, on va parler un petit peu bourse. Vous êtes encore au capital de Terranexus, Valbiotis, Biomeuble, 3 sociétés de santé innovantes qui ont été introduites en 2017. 2 questions en une peut-être. La première, c'est qu'est-ce que le portrait type, le candidat idéal pour une introduction en bourse? Et la deuxième, peut-être un petit peu intéressée, un peu prospective aussi, est-ce qu'au sein de votre portefeuille, vous mentionniez des dossiers de qualité? Est-ce qu'il y en a qui seraient susceptibles d'arriver sur les marchés dans les mois qui viennent? Alors, le candidat idéal, je l'ai un petit peu décrit, c'est un management expérimenté, des produits, des projets bien structurés. Et surtout, ce qui est important, c'est que lorsque vous développez un médicament, c'est déjà d'avoir réfléchi prévu comment il va être commercialisé.
Et quand je dis comment ça va être commercialisé, c'est tenir compte de tous les paramètres, y compris les coûts de production, comment on va faire rembourser ce médicament et comment ce médicament va être intégré dans la chaîne de traitement. Ça, c'est important. Donc, des dossiers qui ont bien intégré tous ces points-là, c'est tout à fait éligible à la bourse. Et ensuite, il faut que le management ait bien préparé son coup pour que la bourse ne soit pas la fin, mais le début d'une histoire. Comment vous réagissez au parcours boursier de ces 3 introductions en 2017 Alors, avec des fortunes diverses, alors il y a deux catégories. On va dire Biomup est une société assez mature et on le voit sur sa capitalisation boursière. Elle est plus importante que Terranexus et Valbiotis. Et je dirais que Valbiotis et Terranexus sont rentrés en bourse à peu près au même stade de développement qu'est phase 1, phase 2. On aurait peut-être souhaité faire un tour privé avant. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident. Donc, on est ravis que ces sociétés-là soient en bourse. Mais peut-être que rentrer en bourse 2 ans après, ça aurait été pas mal non plus. Voilà. Donc, oui, prochaine actualité, donc, à avoir en tête pour Sofimac. Voilà, dans notre portefeuille, on a encore en projet, tout au moins sur le premier trimestre ou premier semestre de cette année, une introduction en bourse. Bon, très bien. Il faut dire quand même que le marché boursier français est le premier européen et qui est dynamique. Alors, je disais ce matin qu'il manquait un Nasdaq en France ou en Europe. C'est vrai, mais on ne se débrouille pas si mal. François Miceli, merci. Merci. Le journal des biotech, c'est désormais terminé. On se retrouve dans 15 jours en compagnie de Pierre-Louis Germain de Biotech Finance pour suivre l'actualité du secteur dans une prochaine édition. Merci, au revoir.